Il est 9h10 sur RCF et Radio Notre-Dame. C'est l'heure du débat du jour. Louis Dauphren, je vous laisse le micro. Oui, et on vous retrouve lundi à 6h30, et oui, c'est ça? En week-end, quelle chance. Écoutez, et je vais écouter le débat avec beaucoup d'attention parce que vous avez des sujets passionnants. Je vous interroge, je vous appelle tout à l'heure pour savoir ce que vous en avez pensé. C'est promis. Merci Pierre-Hugues. RCF et Radio Notre-Dame, le débat du jour. Allez-y, n'hésitez pas à participer direct@rcf.fr ou direct@radionotre-dame.com. Pour participer, donc c'est très simple, vous écrivez à ces deux adresses et ça arrive directement sur mon petit écran et ça permet de relayer les questions que vous allez poser à Antoine Assaf et Jean-Pierre Denis pour mettre en débat certaines des réflexions qui vous animent. Ne le faites pas trop tard parce que sinon le temps passe, puis on a les questions une fois qu'on a changé de sujet. Alors le premier sujet, ça sera avec Étienne Pépin qui est en direct à Lourdes, de l'Assemblée plénière. On va parler de Monseigneur Jean-Marc Aveline et des chantiers qui l'attendent. Et puis on parlera aussi de la séquence de la condamnation de Marine Le Pen, une semaine agitée pour la politique française. Et puis les choses ne risquent pas de se calmer puisqu'il y a des manifestations prévues ce week-end. Enfin, Donald Trump vers la guerre commerciale avec les États-Unis. Est-ce qu'on entre dans le dur de la mandature Trump? Qu'est-ce que cela inspire à nos débatteurs? Ce sera une question qu'on leur posera dans quelques instants. Avec nous ce matin jusqu'à 10h, Jean-Pierre Denis, journaliste et écrivain. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Louis. Et Antoine Assaf, écrivain et philosophe. Bonjour Antoine. Bonjour Notre-Dame et lui avec. Et je salue tout de suite évidemment Étienne Pépin qui est à Lourdes. Bonjour Étienne. Bonjour Louis, bonjour à tous. Voilà, pour clore cette semaine marquée par l'Assemblée plénière des évêques à Lourdes, on a déjà parlé de Monseigneur Aveline, le nouveau visage de l'épiscopat. Aujourd'hui, peut-être peut-on tourner notre regard vers les chantiers qui l'attendent, c'est ça ? Oui, hier, le cardinal Aveline a convié la presse pour un premier temps de présentation un peu de son mandat, 3 ans renouvelable pour le cardinal Aveline, accompagné de 2 vice-présidents, l'évêque Monseigneur Vincent Jourdi, l'évêque de Tours, et puis également Monseigneur Benoît Bertrand, qui se trouve être l'évêque de Pontoise. Voilà, ce trio à la présidence de la conférence des évêques de France va travailler sur bien des chantiers. Évidemment, la priorité restera la lutte contre les abus sexuels, en particulier dans l'enseignement catholique. Il y a aussi au programme la place des pauvres, l'accompagnement des catéchumènes, le dialogue interreligieux, les sujets de société aussi, puisque les évêques discutent cette semaine beaucoup de la place que l'épiscopat, que l'Église doit prendre dans les sujets qui bouleversent le monde d'aujourd'hui, en particulier la guerre à nos portes. Antoine Assaf, Jean-Pierre Denis, sur ces premiers éléments mentionnés par Étienne Pépin à Lourdes. Étienne reste avec nous pour en discuter. Est-ce qu'il y a des priorités que vous voyez émerger, Jean-Pierre ? Écoutez, je ne peux pas séparer les priorités des personnes. Et vous aviez dit que vous aviez effectivement évoqué la personnalité de Jean-Marc Aveline. Quand je regarde l'enchaînement en fait, qui fait passer de Monseigneur de Moulin-Beaufort au cardinal Aveline, je me dis que, vous savez, c'est le printemps, donc... je vais utiliser une métaphore de jardinage ou d'agriculture. Je crois que le grand mérite d'Éric de Moulin-Beaufort, c'est d'avoir enlevé toutes les pierres. Et il y en avait beaucoup. Parfois, c'était pas des petits cailloux, c'était des gros rochers. Il fallait beaucoup de courage pour les faire un petit peu bouger. Je pense évidemment aux questions d'abus au sens large du terme, d'ailleurs, pas seulement des abus sexuels. Donc, il fallait beaucoup de courage parce que c'est un travail épuisant, ingrat, en apparence complètement inutile, que d'enlever tous ces cailloux. Et puis, une fois qu'il en reste moins, il y a toujours des cailloux. On n'aura jamais fini avec les pierres qui traînent dans le sol et sur les bords. Une fois qu'on a enlevé les cailloux, arrive le temps de labourer et de semer. Et je pense que ce temps commence à arriver. Voilà, il y a encore des cailloux, mais on peut commencer à labourer et à semer. Ça correspond peut-être aussi à ce choix d'un nouveau président. On n'est pas encore au temps des récoltes, ça c'est encore loin, mais on est dans une église qui est de nouveau une église des commencements. C'est pour ça que j'emploie cette métaphore. Donc je trouve que c'est un très bel enchaînement. Voilà, on est souvent assez critique à votre micro, à d'autres micros, par rapport à l'Église, à l'institution. De temps en temps, on peut dire que voilà, c'est un enchaînement qui est vraiment très encourageant et satisfaisant. Voilà, il y a un métier ingrat, nettoyé, il y a un autre métier qui
qui semble un peu plus gratifiant. Mais enfin, c'est encore un très très long chemin devant. Sur quoi devant l'attendez-vous, Jean-Pierre? Moi, j'attends une église missionnaire. C'est ça le principal sujet. On voit d'ailleurs, finalement, aujourd'hui, ce sont les catéchumènes, ces gens qui se présentent parfois de manière spontanée. On a parfois l'impression d'une génération spontanée à la messe des cendres ou en fait aux portes des églises. Le paradoxe, c'est que ce sont eux les missionnaires. Ça marche à l'envers, notre affaire. Donc c'est des parfaits inconnus qui rentrent dans l'église pour la réveiller, alors que l'église devrait sortir d'elle-même pour aller à la rencontre des autres. On l'a peut-être un peu oublié parce qu'il s'est passé beaucoup de choses depuis, mais c'était le grand programme du cardinal Bergoglio qui avait tellement impressionné le conclave qu'il a élu. Quand l'Église est centrée sur elle-même, elle tombe malade et elle dépérit. Et j'ai noté que le cardinal Aveline avait repris cette formule dans ces termes. Je peux pas le citer exactement, mais enfin, il avait réemployé cette formule avec ses propres mots. Et j'ai trouvé ça très encourageant. Voilà, je crois qu'une Église un peu moins centrée sur ses problèmes, et Dieu sait si elle en a, y compris d'ailleurs des problèmes financiers, parce qu'il y a beaucoup de diocèses qui vivent complètement au-dessus de leurs moyens. Une église un peu moins centrée sur leurs problèmes et qui a une capacité d'empathie et de parole qui peut résonner. Et je pense que le cardinal Aveline en aura une, parce qu'il pourra, médiatiquement, ça sera plus facile pour lui, on peut le dire, d'exister, de donner quelque chose à entendre. Je trouve que ça pour moi, c'est un vrai enjeu, c'est un sujet très important. Antoine Assaf, sur ce point. Moi, je crois qu'il faut revenir au fondement. Déjà, la devise de la conférence des évêques, c'est Fiat mi secundum voluntum, parce que c'est la parole du Christ. C'est pas des PDG chrétiens pour des valeurs chrétiennes dirigés par Bolloré ou Arnaud, etc. C'est Jésus-Christ qui est à la tête. Et quand le patron est Jésus-Christ, ils ont cette responsabilité de traiter avec le temporel comme étant déjà paradoxalement achevé dans l'histoire et l'éternel recommencement. Et les valeurs qu'ils vont défendre dans tous les dossiers qui ont fait scandale dans l'Église, que ce soit les mœurs, les collèges catholiques comme Bétarame ou d'autres, ils doivent revenir à la parole du Christ. Et dans la parole du Christ, toutes les solutions sont présentes. Ce que je trouve dans le choix de Monseigneur Aveline, c'est qu'il y a une sorte de dialogue entre l'Orient et l'Occident. Il vient de la terre de Saint-Augustin quand même. Ses origines un peu espagnoles, algériennes, et puis sa vie à Marseille. Et puis ce rapport que tout le monde raconte, très très touchant, parce que ça rappelle Saint-Benoît et sa sœur scolastique, qui veut le faire bouger dans sa vocation. Et lui, on sait très bien qu'il a bougé à Marseille pour accompagner, après le décès de sa première sœur, la deuxième. C'est une sorte de vocation qui apparaît, et moi qui l'ai vu à Marseille, nous étions ensemble, je crois, proche du pape, il a une sorte de belle familiarité avec Bergoglio. On avait l'impression, quand ils se retrouvaient et se parlaient, que ce sont deux grands amis qui ont décidé de passer un week-end ensemble. Et c'est ce qui s'est passé. Marseille passait très bien parce que le pape se sentait à l'aise. Il a fait ce que Emmanuel Macron n'a jamais réussi déjà à faire venir le pape. Nous avons vu le jeune Macron venir avec son épouse, le saluer, le suivre à Marseille. Le discours du pape allait dans un sens qui était celui de la recherche d'Aveline pendant des années sur le dialogue islamo-chrétien qu'il connaît très très bien. Et je trouve que à la tête après de Moulin de Beaufort, avec qui je faisais beaucoup de retraites, Monseigneur, il a une belle aristocratie dans ses manières, en plus du nom. C'est-à-dire qu'il avait une façon très haute de faire les synthèses, de regarder les problèmes des communautés, de dire qu'il faut... Il avait la patience qu'exige un peu la réalisation historique de la volonté de Dieu. Parce que, après tout, quand vous regardez... que votre parole soit faite, quand on dit ça au Christ, la première des choses qui nous fait subir le Christ, c'est l'attente dans l'histoire. Vous savez, il y avait le premier millénaire, on est au deuxième millénaire, on attend toujours son retour. Depuis la résurrection, il y a ce paradoxe que la conférence des évêques doit résoudre, et doivent le résoudre dans les problèmes des mœurs. Tout ce qui touche à un enfant, disait le Christ, malheur à lui, c'est une des plus grandes condamnations c'est très catégorique, de Christ, oui. Bien sûr. Et cette parole radicale doit accompagner la conférence des évêques. Nous sommes en face
d'un patron là qui a quand même vaincu la mort et qui n'a pas été modeste du tout quand on lui dit qui êtes-vous, qui suis-je. Être à Le la hauteur chemin, de la parole du patron, si on vous suit, Antoine. Ben oui, le chemin, la vie et la vérité. Quand quelqu'un Ce n'est vous pas dit rien. ça, adieu Mahomet, Bouddha et tous les relativismes en respectant la spiritualité de ces religions. Mais nous avons un fondateur qui vous secoue, qui vous donne une belle gifle dans l'histoire. Je dis maintenant c'est terminé, passons aux choses sérieuses. Étienne Pépin. Alors sur le chantier de l'accompagnement des catéchumènes, justement, qui sont très nombreux ces dernières années, hier lors de la conférence de presse, Monseigneur Aveline a eu ces mots: l'enjeu est de coopérer avec l'Esprit Saint et de ne pas crier cocorico trop vite, et si c'est par l'Esprit Saint qu'ils arrivent, il faut avoir l'humilité de chercher ce que l'Esprit veut nous dire à travers eux. Et je crois que justement, et le cardinal le disait, on ne sait pas trop comment ils sont arrivés dans l'église, tous ces catéchumènes, parce que des initiatives, il y en a des centaines à travers les diocèses de France pour essayer d'évangéliser, d'être missionnaire, d'attirer justement les fidèles vers les églises. Mais justement, lui, il se dit, ces initiatives-là, manifestement, elles n'ont pas fonctionné. Qu'est-ce qui a fonctionné? Il faudra essayer de comprendre un peu pourquoi ces jeunes cherchent justement la foi à travers l'enseignement de l'Église. En tout cas, lui, il appelle vraiment à l'humilité pour qu'on se pose la question de savoir ce qu'on peut faire pour accompagner ces nouveaux catéchumènes. Il s'est rendu compte aussi, par exemple, qu'on n'avait pas suffisamment de formateurs pour accompagner ces catéchumènes, tellement ils sont nombreux. On sait même pas comment les former au mieux, tellement ils sont nombreux. Donc c'est vraiment un sujet à prendre avec beaucoup d'humilité. En tout cas, Étienne, ce que dit, et puis je pose la question à Jean-Pierre et Antoine, ce que dit Monseigneur Aveline, c'est qu'en fait, les catéchumènes n'arrivent pas par les chemins par lesquels ils auraient pu arriver en vertu des politiques pastorales qui ont été menées. C'est-à-dire, on n'est pas capable de relier la cause à la conséquence. C'est-à-dire que en fait, évidemment, les initiatives pastorales des diocèses, elles fonctionnent, elles accueillent des gens qui se posent des questions et qui veulent entrer dans l'Église, mais la plupart des catéchumènes en fait échappent à ces réseaux traditionnels, je dirais, et ça interpelle. Est-ce que l'Église doit se remettre en question un peu sur la manière d'interpeller le grand public sur ce qu'elle a proposé au monde? Remarquez, il suffit de demander aux catéchumènes par quelle voie ils sont arrivés, non, Jean-Pierre? C'est toujours très... Pour le savoir, non? C'est toujours très intéressant et elles sont parfois surprenantes. Ça peut être... là, j'ai des exemples très précis en tête. Ça peut être le spectacle de la beauté quand on rentre par hasard dans une église. Ça peut être, et j'espère que ça l'est, et ça le sera de plus en plus souvent, la proximité avec un chrétien qui est capable de témoigner et d'entraîner, que ce témoignage soit par l'amitié, comme dirait le pape François, par la proximité, ou qui viennent peut-être par les réseaux sociaux et les vidéos sur TikTok, au fond, peu importe. Moi, j'apprécie beaucoup la modestie, et qui est bien dans sa manière, d'ailleurs, l'approche prudente et aussi humble. Et dans la prudence, il y a peut-être une contradiction entre la prudence et l'humilité, parce que la prudence peut être une fausse. Il peut y avoir une fausse humilité, mais je crois qu'il y a une vraie humilité dans le propos du cardinal Aveline, et il a raison. Ne serait-ce que parce que encore aujourd'hui, l'Église catholique perd des baptêmes d'enfants par dizaines de milliers, si on regarde sur une vingtaine d'années, quand elle ne gagne des catéchumènes que par milliers. Donc on est loin encore du moment où on pourrait dire tiens, les deux courbes se croisent. Donc faut rester modeste. Un modeste rattrapage. Et par ailleurs, on est sur un phénomène qui a 2-3 ans, donc qui reste fragile, et il faudra voir s'il se poursuit sur une décennie. Voilà, c'est encore trop tôt pour prononcer des jugements catégoriques. Après, moi, sur l'inutilité des plans pastoraux, à la fois c'est vrai, et en fait, en même temps, encore heureux qu'il y en ait, qu'il y ait quand même des initiatives pour la mission, et je pense qu'elles portent aussi du fruit. Ça se voit pas tout de suite. Mais moi, je suis pas non plus complètement étonné, parce que ça fait des années que je plaide pour un christianisme attestataire, c'est-à-dire la nécessité pour chaque chrétien, en particulier pour chaque catholique, de s'exprimer sur la foi qu'il cherche, qu'il porte, qu'il a envie de partager.
Et je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est aussi ce que dit le pape François quand il parle de proximité et d'amitié. Et je pense qu'il y a une sorte d'énergie qui peut être libérée, parce qu'il y a quand même encore dans ce pays des millions de catholiques. Voilà, peut-être que cette transformation en fait, d'une Église passive qui attend que le consommateur franchisse sa porte et s'étonne qu'il ne vienne pas toquer à la porte, vers une Église qui vraiment se laisse transformer par les gens qui arrivent. Il y a un chemin qui est en cours, qui est très intéressant. Et ne pas trop attendre peut-être de la hiérarchie. Il y a une forme de légalisme aussi chez les catholiques qui fait qu'ils ont peut-être tendance à moins prendre l'initiative que les évangéliques, en tout cas. Antoine Assaf, sur le point mentionné par Jean-Pierre. C'est-à-dire, moi, je suis pas pour l'histoire quantitative. Regardez la Révolution française en arrivant, elle a quand même déchristianisé la France. Et ils ont détruit des églises. Là où j'habite, à Saint-Germain-des-Prés, j'habite dans une église de ruines. On voit encore les pierres qu'ils ont restaurées, qui a coupé, servi. Ils ont vendu les pierres, les flèches, tout absolument. Et la preuve, c'est que Dieu agit d'une autre manière que l'homme pour nous rechristianiser. C'est reparti avec un prêtre qui connaissait à peine le latin, qui était très pauvre, le curé d'Ars en 1857. Ce village s'est répandu et à partir de là, on a revu le retour du Second Empire, le christianisme, les églises, etc. Et c'est ce qui va se passer aujourd'hui. Nous avons besoin de saints, d'une minorité qui, ni par les réseaux sociaux et en gardant les transcendantaux, c'est-à-dire... Mais c'est difficilement prévisible, ça. Oui, mais c'est-à-dire, c'est pas que prévisible. Les temps durs fabriquent des êtres d'exception. Mais est-ce que les temps sont si durs que ça ? Les épreuves, oui, la preuve. Les élites, les minorités des chrétiens d'Orient, ils ont vécu de ce martyre, etc. Et peut-être que l'Église de France, le mot du Christ, il faut pas l'oublier aussi, que peut-être à mon retour, je trouverai très peu de gens qui ont la foi, et très peu de paroisses. Et il y a un acte, et il était le seul d'ailleurs. Un seul, il n'est pas arrivé avec une armée, il n'a pris que 12, dont un est traître, et puis il a pris les plus incultes. Il n'a pas pris les savants de Jérusalem. Et il les a envoyés vers les civilisations les plus hautes, les plus philosophiques d'Athènes, les plus construites de Rome, et ils ont christianisé tout ça. Je crois à ces missionnaires pieds nus, moi. Je crois à cette pauvreté essentielle. Et monseigneur Aveline, le cardinal, le sait très bien, parce que dans le dialogue islamo-chrétien, les prêtres qu'il a chargés de l'abbé Leproux, tout ça qui est parti, je les ai vus, j'ai discuté avec eux. Vous dialoguez avec un musulman tout de suite, plus le musulman que le juif. Parce que le juif, là, il a le pouvoir, il a retrouvé sa terre, mais le musulman, il est dans une situation de faiblesse et de pauvreté telle, surtout ceux de Palestine, que ce dialogue, pour eux, leur est d'une grande richesse. Antoine Assaf, Jean-Pierre Denis, merci. On se retrouve dans quelques instants après les infos de Cécile Mérieux. Je remercie également Étienne Pépin, envoyé spécial à Lourdes, où il était présent toute cette semaine pour vous faire vivre l'Assemblée plénière des évêques de France, et donc le nouveau visage de l'épiscopat avec monseigneur Aveline, cardinal archevêque de Marseille. On va parler ensuite de l'actualité profane avec nos deux débatteurs, juste après les infos de 9h30. Planisphère, Pierre Verluise. Dites donc, ça bouge aux États-Unis et dans le monde. L'appareil d'État est dégraissé, les alliances sont brutalisées et les Européens s'organisent. De manière peut-être incongrue vient une question, la puissance américaine est-elle en péril ? Planisphère vous offre des réponses. À très bientôt. Planisphère, tous les mardis à 18h30 et le samedi à 9h30. Chaque jeudi, Paris Notre-Dame vous informe sur l'essentiel de la vie de l'Église catholique à Paris et vous propose des pistes de réflexion et d'engagement. À lire cette semaine dans Paris Notre-Dame, un reportage sur les 25 ans de la faculté Notre-Dame et les 40 ans du séminaire de Paris et de la maison Saint-Augustin. Abonnez-vous au journal du diocèse de Paris en appelant le 01 78 91 92 04 ou en allant sur le site internet paris.catholique.fr. Je crois en la vie éternelle. La foi guide ma vie. En léguant à l'Église catholique, je témoigne de mon attachement à Jésus-Christ et à la mission de l'Église. Rendez-vous sur jecroisjelègue.catholique.fr ou contactez votre diocèse pour faire un legs. Léguer à l'Église catholique, c'est dire oui à l'espérance, maintenant et toujours.
À 9h30, on s'éloigne de la bordure du quai. Le train de l'info arrive. Cécile Mérieux. Les chefs d'état-major des armées françaises et britanniques sont attendus aujourd'hui à Kiev pour discuter des garanties de sécurité pour l'Ukraine en cas de cessez-le-feu. Une rencontre au lendemain de celle de l'émissaire économique spécial de Vladimir Poutine et des représentants de l'administration Trump. Première visite d'un haut responsable russe à Washington depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine il y a plus de 3 ans. À Gaza, la mort de 15 secouristes et travailleurs humanitaires après des tirs sur leur ambulance fait scandale. Pour le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, cet épisode soulève de nouvelles questions sur la commission des crimes de guerre par l'armée israélienne. En Corée du Sud, la Cour constitutionnelle a confirmé ce matin à l'unanimité la motion de destitution contre Yoon Suk-yeol. Le dorénavant ex-président est chassé définitivement du pouvoir 4 mois après sa tentative manquée d'instaurer la loi martiale. Les nouvelles taxes américaines ont soufflé un vent de panique sur les marchés financiers hier. Des milliards de dollars d'actions sont partis en fumée à Wall Street. La bourse de Tokyo se repliait de près de 2% dans les premiers échanges ce matin. Les investisseurs fuient les entreprises dont le modèle de production dépend des importations asiatiques, comme l'habillement ou la tech. Apple notamment a perdu plus de 9% hier. Emmanuel Macron dénonce une décision grave et infondée des Américains au lendemain du coup de massue de Donald Trump. Il appelle à l'unité, les Européens, et à la suspension temporaire des investissements aux États-Unis. Bisbille entre le ministre de l'Intérieur et le syndicat de la magistrature, interrogé sur la condamnation judiciaire et l'inéligibilité immédiate prononcée contre Marine Le Pen. Il s'en est pris au syndicat de la magistrature, classé à gauche. Il a rappelé notamment l'épisode du Mur des cons, où on avait trouvé un panneau avec des photographies de personnalités politiques de droite découverts dans les locaux du syndicat en 2013. Merci Cécile Mérieux. RCF et Radio Notre-Dame, le débat du jour. En présence d'Antoine Assaf et de Jean-Pierre Denis, n'hésitez pas à nous écrire direct@rcf.fr, direct@radionotre-dame.com. La séquence que l'on a vécue cette semaine à haute tension politique avec la condamnation de Marine Le Pen et puis tout ce qui a suivi comme commentaires, réactions et autres positionnements. Et la suite qui se profile avec ce week-end, une France qui semble déjà en campagne électorale avec le rassemblement du RN dimanche à Paris, autour des Invalides, celui annoncé par LFI et les écologistes, place de la République, et la réunion du Bloc central lors d'un meeting de Renaissance à Saint-Denis. Voilà, autour en fait de cette question de la condamnation de Marine Le Pen qui a embrasé la scène politique. Comment l'avez-vous vécu, ce que vous en conservez de cette semaine un petit peu particulière? Antoine Assaf, Jean-Pierre Denis. Jean-Pierre. Il y a d'abord le fond, une condamnation qui n'est pas infondée, au contraire qui est fondée. Ce sont des emplois fictifs, ce sont des fonds publics, et il y a bien, je crois que les faits sont à mon avis assez difficilement contestables, il y a bien l'emploi d'assistants parlementaires à des fonctions qui ne sont pas celles d'assistants parlementaires pour des fins de fonctionnement du parti. C'est un moyen en fait de financer à l'époque un parti politique qui n'avait pas suffisamment, qui pensait ne pas avoir suffisamment de moyens. À l'époque, c'est 2004-2016. Oui, à chaque époque d'ailleurs, parce que le problème des financements des partis politiques est posé, et il y a cette tentation des politiques d'aller chercher des fonds ailleurs que dans le financement légal. À une époque plus lointaine, il y avait l'affaire Urbain et le Parti socialiste qui étaient concernés. Il y a eu aussi Alain Juppé. Voilà, il y a eu toutes sortes de passages. Donc les faits ne sont pas, à mon avis, contestables. Ils sont graves. La loi est claire. Marine Le Pen a suffisamment souvent vitupéré contre les politiques, estimé que ceux qui commettaient des fautes de ce type devaient être même inéligibles à vie, disait-elle à l'époque, pour être maintenant infondée à crier, à se victimiser parce que il y a ça lui tombe ça la rattrape alors qu'elle savait très bien ce qu'elle faisait. Et ce qui est vraiment frappant, c'est que sa défense tout au long de ce procès a été d'une forme de déni en fait. Il y a une forme de désinvolture aussi, de volonté de ne pas regarder la réalité en face, et qui fait que réellement ils ont été surpris
Et peut-être que ça a joué aussi dans la décision, sur laquelle je vais revenir si vous me laissez encore un instant, d'une application immédiate de cette peine. Donc, dans une démocratie qui fonctionne, un état de droit qui fonctionne, cette condamnation me semble tout à fait normale et légitime. Ce qui est en débat, évidemment, c'est le fait de l'appliquer de manière immédiate. Et là-dessus, il y a réellement un problème, parce que là, pour le coup, on est dans l'appréciation du magistrat, on n'est pas dans l'application de la loi. Et là, c'est quelque chose de très gênant, parce que toute personne jugée coupable en première instance a le droit de faire appel, et cet appel fait que la personne ne doit pas être condamnée. L'application immédiate des peines, elle est prise quand il y a, disons principalement, un risque immédiat de récidive. Bon, là, c'est un peu ridicule de penser qu'il y a un risque immédiat de récidive, d'autant plus que Marine Le Pen n'est plus élue au Parlement européen, donc il y a peu de chances qu'elle récidive, en tout cas au Parlement européen. Bon, donc, puis on peut penser que, elle ferait attention. D'ailleurs, son parti a moins de problèmes d'argent qu'à l'époque. Donc, cette application, elle est problématique parce qu'elle prive réellement la condamnée d'un réel droit à être jugé, puisque ça empêche sa candidature à la prochaine élection présidentielle. Donc ça a le caractère en fait d'une condamnation définitive en pratique, alors que c'est une condamnation provisoire en théorie. Donc ça, c'est vraiment problématique. Et puis il y a quand même disons un tiers des électeurs dans ce pays qui sont privés de la possibilité de voter pour la candidate de leur choix. Donc c'est vraiment un problème à la fois pour l'intéressé, de respect du droit à une justice qui permet de faire appel, et c'est un problème politique pour les électeurs. Voilà. Après, il me semble que la Cour d'appel, je suis un peu long, pardon, mais il faut être quand même assez précis dans ces affaires-là, il me semble que la Cour d'appel a compris ce problème-là, et avec l'annonce que cette affaire serait jugée dans un délai raccourci d'ici un an, pour permettre en effet à cette application provisoire d'être réellement provisoire, me paraît une bonne chose, mais ça prouve aussi qu'il y avait quand même un problème dans le jugement en première instance. Antoine Assaf. Tout en gardant ces éléments précieux et bien exposés, je dirais tout simplement que le juge en question, la fameuse Madame de Pertuis, l'argument qu'il a donné est parfaitement politique. Elle veut éviter que la vie démocratique soit mise en danger, etc. Tout ça a été révélé. Donc l'argument pour que ce soit jugé plutôt. L'argument pour que ce soit jugé plutôt. Puis en juin 2026, tout de suite, comme disait Denis, cette histoire d'application immédiate, chose qui doit être, à mon avis, appliquée beaucoup plus pour les criminels. Pour les cas de non, c'est ça. Pas pour un homme politique qui a plus de 11-12 millions et qui est à 35-37% des sondages et qui représente un électorat français. Et c'est là où elle doit, et je crois que c'est ce que Darmanin a dit par son intervention, la possibilité d'un recours en 26 pour qu'elle puisse se présenter, et après, une fois élue, qu'elle soit élue présidente. Elle aura l'immunité pour 5 ans, et après, elle peut reprendre, elle peut être jugée. C'est ce qui arrive à Sarkozy et à d'autres. La deuxième chose, c'est que j'aime sans prédire l'avenir, je crois que Marine Le Pen est dans une phase maintenant, je dirais, différente de la première. Le père est mort. Et quand le père est mort, nous le savons depuis les Grecs, il y a comme une forme de solitude, mais qui peut être formatrice. Sa stratégie a réussi, celle de se rendre plus proche des communistes, d'une économie, de renoncer à l'antisémitisme, à tel point que quand Bardella, son successeur, mais qui n'est pas prêt à être élu, à mon avis, se présente avec les conservateurs américains, il a été presque chassé parce que il a été considéré comme indigne d'être un conservateur, parce que il a vu que le signe était celui des nazis, brandi par l'ancien conseiller de Trump, etc. Et j'arrive pas à retrouver son nom, le fameux conseiller de Trump qui a été chassé par Trump et qui a dit cet homme est indigne d'être un conservateur. Donc la politique, la stratégie politique d'être de normalisation, ça a fonctionné. J'aime pas le mot normalisation, je dirais de politiser une vie et de gagner un électorat qui n'était pas celui de son père. De faire oublier la guerre d'Algérie, l'antisémitisme, les gens de l'OAS, etc. Les petits détails, comme disait son père, fera, à mon avis, après ce procès, que Marine Le Pen
personne ne pourra la détruire avec un arc républicain. C'est-à-dire, elle se rapprochera des 40%. Et l'arc républicain servant à chasser ne sera plus efficace. Et je prédis autre chose. Je sens que Macron lui-même, tel qu'il joue le jeu, puisqu'il a dit tout homme a le droit, etc. Certains l'ont invoqué, mais je crois que ça peut être une possibilité stratégique pour lui de s'éloigner des siens et de ne pas permettre à un Attal d'être éligible ou aux Républicains, c'est de gracier Marine Le Pen. Et s'il arrive à la gracier, il gagne l'estime de millions de Français. Ça, il faut aller au bout du processus judiciaire. Alors, ça me paraît une... alors, Jean-Pierre Denis, désaccord. Non, mais ça me paraît plus qu'hypothétique. Ça a été évoqué. Non, mais ça me paraît plus qu'hypothétique pour une raison simple, c'est que la grâce ne peut s'appliquer qu'à une condamnation définitive. Et par définition, on n'est pas dans une condamnation définitive tant qu'il y a appel. Moi, je crois qu'il faut quand même redire aussi. Et s'il y a un pourvoi, on sera au-delà de la date de 2027. Oui, mais alors de surcroît. Donc, ce qu'il faut dire aussi, c'est que les faits étant ce qu'ils sont, une confirmation de la peine en appel, donc dans un an, est ce qu'il y a de plus probable. Parce que, encore une fois, quand on regarde, on donne la peine, c'est quand même le minimum de relire en fait, l'article de la loi, la condamnation est tout à fait, encore une fois, tout à fait logique. La loi est extrêmement claire. Donc, le plus probable, c'est que dans l'appel, s'il a lieu, s'il est tranché d'ici un an, la condamnation sera confirmée. À ce moment-là, c'est là que va-t-il se passer? Parce qu'on sera effectivement beaucoup plus près de l'échéance présidentielle. Et quelque part, la pression va continuer à monter, la pression politique. Et là, on voit bien que le Rassemblement national a décidé de faire de cette affaire un moteur, en fait, électoral. Et là, on ne peut pas ne pas comparer avec la méthode qui a si bien réussi à Donald Trump. C'est-à-dire que plus il avait de procès, plus il se présentait en victime, et les faits avaient beau être assez facilement qualifiables et qualifiés, ses partisans trouvaient que c'est étonnant, il était une victime. Non, mais on l'a vu sous nos yeux. Enfin, c'est comme ça que ça s'est passé. La capacité, la capacité entre la situation américaine et puis la situation française, quand même si elle est récusée par les gens du RN qui n'acceptent pas le parallèle entre le Capitole et la situation présente. Parce que toute la stratégie de Marine Le Pen a été justement c'est ce qu'on appelait la stratégie de la cravate. Les députés du Rassemblement national à l'Assemblée nationale se sont fait le plus possible discrets. Ils se sont fait même, je dirais, presque oublier, en profitant aussi des outrances du camp LFI. Donc ils se sont glissés dans les institutions avec beaucoup de discipline. Et aujourd'hui, ceci vole en éclats. Alors, c'est là que la comparaison avec Donald Trump s'arrête, parce que Donald Trump, c'est 10 ans de phénomènes disruptifs, comme on dit aujourd'hui, et de volonté de faire sauter toutes les institutions. Mais en tout cas, ça incite à rester très prudent. Ce n'est pas parce qu'il y a une condamnation pour des faits avérés qu'une personnalité politique perd son attrait pour de nombreux électeurs. Et on l'a souvent vu. À une époque, il y avait le maire de Nice, Jacques Médecin, qui avait un certain nombre de casseroles, il était réélu. Enfin, c'est voilà, l'électeur n'aime... Jacques Mélic aussi, me semble-t-il, bien. Alors, je ne sais pas s'il a été réélu, je me souviens plus. Mais en tout cas, l'électeur n'aime pas que les juges décident à sa place de qui doit être élu ou qui ne doit pas être élu. Et d'une certaine façon, l'électeur n'a pas tort, parce que c'est en démocratie, le peuple est souverain. Donc il faut à la fois assurer la séparation des pouvoirs, donc respecter la décision de justice, et aussi faire preuve du discernement. Et je pense que c'est ce qui manque dans ce jugement en première instance. Je pense que la magistrate a tout le moins sous-estimé les conséquences politique, en fait, d'une décision qui, encore une fois, dans son application immédiate, est contestable. Antoine Assaf.
Justement, la similitude avec Trump, c'est que les procès contre Trump étaient politiques. Ils voulaient se débarrasser d'un homme. Ils ont essayé en lui évitant ce deuxième mandat. Il est revenu plus fort. Il a eu la Cour suprême et il a gagné la bataille. Et maintenant, il mène sa stratégie. On en parlera, si vous voulez, avec force. Et c'est lui, il a quand même, lui qui a refusé de recevoir Marine Le Pen dans sa tour quand il est là, il commence à la défendre. La Hongrie, ils l'ont défendu parce que tout simplement, ce magistrat a fait de la politique. Il n'a pas fait, même s'il faut laisser, il y a un sursis, et puis après, elle fait appel. Là, il a carrément condamné la carrière. Et à mon avis, ça va être comme Trump, elle va être élue. Si le peuple, il n'y aura plus d'arc républicain possible. Je n'appelle pas à voter tel ou tel, mais je dis ce sont les conséquences de l'acharnement en politique. Et la réunion qu'ils feront comparée à la Capitole, à la petite place Vauban, n'a rien à voir avec le Capitole et puis les rednecks qui envahissent, etc. De ce coup, non. À mon avis, elle gagnera pacifiquement. Et d'ailleurs, on n'a pas commenté l'attitude de Mélenchon. Quand même, Mélenchon aussi a peur, etc. Il condamne. Et il faut aussi... Que condamne-t-il, Mélenchon? Mélenchon n'a pas condamné Marine Le Pen, vous l'avez bien entendu. Oui, Mélenchon estime que c'est la souveraineté, qu'il y a une atteinte à la souveraineté populaire, et il pense qu'il peut... il affirme qu'il préférerait la battre dans les urnes, ce qui me paraît très improbable d'ailleurs. Puis il a peur plutôt sur son procès à lui. Voilà, il y a un certain nombre en réalité, l'opposition à cette application immédiate, elle vient dans beaucoup de partis. En fait, finalement, il y a un débat quand même autour de ça, et chez les politiques. Mais on n'ouvre pas vraiment ce débat. Ça semble bloqué par une forme de politique, de logique politique qui reprend le dessus, avec donc des manifestations qui vont avoir lieu ce week-end pour faire pendant à celle du RN. C'est-à-dire que LFI va aussi manifester. Est-ce qu'il y aurait une possibilité de sortir par le haut de ce débat en disant est-ce qu'on peut mettre à plat la question du sursis ou de l'appel? Est-ce qu'on peut sortir pacifiquement, sereinement de ce débat? Parce que là, j'ai l'impression qu'on monte dans les tours politiques très vite. Oui, alors il faut quand même attendre de voir ce qui va se passer dimanche. Bon, il y a des mobilisations, chacun mobilise un peu le cœur de ses militants autour de cette affaire-là. Bon, je suis pas sûr qu'il en sorte grand-chose de ce genre de rassemblement. On est quand même là plutôt dans le théâtre politique ou positivement dans la mobilisation des militants. Voilà, donc c'est quelque chose d'assez logique, mais je suis pas encore... je dirais pas aujourd'hui, vendredi, que ces rassemblements vont avoir un impact, une importance durable. Franchement, ça ne lance pas la campagne. Attendons de voir. La campagne, elle est permanente, donc. Mais il y a une constante dans ce qui se passe en politique en France. Il faut revenir à l'acte de la dissolution du Parlement. Et si Macron a opté pour cette dissolution, c'est que dans sa stratégie, c'est se débarrasser de la jeune génération qui l'entoure, qui ne voulait pas de lui pour les 2 dernières années. C'est-à-dire, je parle de la carrière de Gabriel Attal et tous ceux de la Renaissance. L'homme se prépare à revenir, peut-être par la présidence de l'Europe, mais il préfère, je suis désolé, qu'une Marine Le Pen soit à l'Élysée pour les 5 années à venir qu'Attal. Et d'autres, parce que ça sera sa mort. Et donc, avec en face de lui, comme Marine Le Pen, Macron peut renaître dans l'opposition, mais pas en face d'Attal, qui fera son 2 mandats, parce qu'il est habile, ou d'autres. Et je vois que l'affaire de Marine Le Pen va être pour lui une autre inspiration. Va-t-il dissoudre en juillet de nouveau pour le Parlement qui ne bloque pas? Est-ce que Marine Le Pen se vengera de Bayrou, qui n'était pas si opposé à elle parce qu'il a attaqué ce qu'on appelait la mesure provisoire? Est-ce qu'elle va lui permettre justement d'être Premier ministre? Il y a beaucoup de choses qu'elle peut faire encore, mais je vois arriver une personne qui va être légitime comme président de la République sans danger de démocratie. Tout cas, Emmanuel Macron a... Là, je pense que vous allez vite en besogne, en fait. Non, parce qu'elle a promis un gouvernement national, cher ami. Quand quelqu'un vous promet un gouvernement national, il n'est plus d'extrême droite. Dire que Macron
souhaitait se débarrasser d'Attal et favoriser pour cela Marine Le Pen me semble vraiment de la spéculation. Peut-être sur le plan... C'est ce qui s'est passé dans les élections. Il a doublé ses députés. Ils sont passés de quel chiffre à chiffre? Pardon, si je peux répondre. Peut-être que c'est intéressant sur le plan psychanalytique. Donc c'est possible. C'est vrai qu'il arrive assez souvent que des dirigeants ne souhaitent pas que quelqu'un de leur entourage leur succède. C'est vrai, hein, donc c'est le cas de beaucoup de chefs d'État, donc ça c'est vrai, mais c'est souvent quelque chose. Mitterrand, Mitterrand, c'est vrai, c'est quelque chose de conscient ou d'inconscient, c'est assez difficile. Je crois que l'explication de la dissolution, elle est quand même beaucoup plus simple, hein, c'est-à-dire que c'est la prétention d'un homme qui croit que devant le chaos, tout le monde va se rassembler derrière lui et qui s'aperçoit que ça se produit pas comme ça. Donc voilà, je pense que c'est juste une affaire complètement ratée, une décision immature et totalement contre-productive. Moi, je l'interpréterais plutôt comme ça, parce que dans les faits, ça s'est quand même produit comme ça. Après, à savoir s'il va y avoir une autre dissolution, c'est l'hypothèse qu'on croit tous, enfin à peu près tout le monde, la plus probable. Oui. Et il y a, c'est vrai, il semble qu'il y ait eu une sorte de balle renvoyée par Marine Le Pen jusqu'à présent à François Bayrou pour lui permettre de survivre encore au pouvoir. Maintenant, son gouvernement est très fragile, très fragilisé, et bien malin qui peut prévoir ce qui va se passer, ne serait-ce que d'ici l'été prochain, en rappelant qu'il ne peut pas y avoir de dissolution avant l'été prochain, mais il peut y avoir de manière tout à fait possible une chute du gouvernement, néanmoins avant l'été. Voilà, oui. Personne. En vrai dire, on est dans une crise. On est presque dans une crise politique qui est presque. Qui est une crise majeure en fait. On est au bout de quelque chose, et bien malin, encore une fois, qui sait ce qui va en sortir. Alors, au bout de quelque chose ou au début de quelque chose, en tout cas la guerre commerciale voulue par Donald Trump, qui foudroie l'économie mondiale, nous dit-on, avec ses droits de douane. C'est notre troisième sujet. Et les principaux partenaires commerciaux des États-Unis cherchent la parade face à ce coup de massue infligé par le président américain. Avec un vent de panique sur les marchés financiers, qui se traduit par un recul de certaines bourses asiatiques et européennes en particulier. Comment interpréter ce que Donald Trump n'envisage pas, mais met à exécution, puisqu'il dit ce qu'il fait, et il fait ce qu'il dit, Antoine Assaf? Tout simplement, la méthode Trump, maintenant, on peut la décrypter. Et elle s'applique surtout, pas seulement sur la guerre économique, mais sur la guerre tout court, rapidement, au Proche-Orient. C'est terminé. Il laisse Israël mener sa guerre sur plusieurs fronts, Houthis, Syrie, Liban, Irak et bientôt iranien. Et il oblige tous les pays à se préparer à la normalisation. Celui qui veut pas normaliser avec Israël n'aura pas son aide. Ni les 1 milliard pour l'Égypte, ni les millions pour le Liban, ni pour la Syrie qu'ils tiennent, parce que le pouvoir islamiste ne peut rien faire sans l'autorisation, ni les Houthis, etc., et ni les Iraniens, parce qu'ils seront bombardés dans leurs usines s'ils n'obéissent pas. Ça, c'est la méthode du dealer, c'est-à-dire on menace par la force et on impose la Pax Romana. La paix romaine, elle a coûté beaucoup de morts. Et de l'autre côté, quand César partait d'Égypte, il disait c'est mon grenier quand même, c'est le grenier de Rome. Et quand en 46 le Quincy Pact a été signé avec les Saoudiens, le roi d'Arabie Saoudite, c'est une formule, pétrole pour défense. Donc il ne fait rien de nouveau, Trump, de demander par exemple en Ukraine les terres rares. Je vous défends, je vous ai pris les terres rares. Et c'est pourquoi Poutine a tout intérêt à cesser de jouer de l'échec avec Trump. Parce que s'il va trop loin, il humilie Trump, qui a parlé de 24 heures, Trump est capable de redonner une autre force à l'Ukraine, même de réattaquer une partie du Donbass et de sanctionner. Et là, Poutine aurait vraiment il aurait perdu son parti. Parce que l'homme n'est pas un homme politique, c'est un homme d'instinct, un homme assez brutal. Mais pourtant, il Antoine, applique ça partout. Les droits de douane, c'est du calcul. Alors, si vous calculez les droits de douane, il vient de répondre, il dit ça va tomber pour un moment, puis après on va gagner beaucoup. Et il invoque quelque chose que personne n'invoque.
c'est que les États-Unis n'arrêtent pas d'aider les armées de leurs alliés. Les États-Unis n'arrêtent pas de payer. En autant, ils payent 10 fois plus. Quand il a gueulé, il a fait rentrer 50 milliards de dollars par les Européens. Et pour le Groenland, les États-Unis demandent le Groenland depuis 1870, 76 et en 1940. Ils ont voulu l'acheter. Ça n'est pas nouveau. Et quand la reine danoise ne donne pas assez pour ces pauvres Inuits pour les faire sortir du seuil de la pauvreté, Musk et Trump leur demandent de rentrer pour 1 million d'euros pour 57 000 de Groenlandais pour une terre qui fait 5 fois la France. Donc, ils ont une base militaire, et cette base militaire sert à défendre les Danois qui sont de très fidèles alliés des États-Unis, les plus fidèles peut-être contre la Chine ou la Russie. Et vous avez vu la réaction de la Russie. Nous sommes très heureux de voir des participants. Et il va gagner sur tous les plans. Là où je trouve il va un peu trop loin, c'est le Panama, parce que la tradition veut que Theodore Roosevelt, quand il a construit le Panama, et avec des Américains, il a dit « Laissons le Panama à ce peuple parce que nous ne voulons pas être entourés de peuples trop appauvris. Ça va être une source de richesse pour être égal à la puissance, pas égal, mais je veux dire un peu à la hauteur de ne pas être compensation. » Et là, s'il reprend le Panama, il va l'appauvrir finalement. C'est pourquoi il en parle moins. Mais le Groenland, la bataille est la même, et les bourses, vous allez voir, il va gagner beaucoup. Donc il va gagner pour vous sur le long terme. C'est votre avis, Jean-Pierre? C'est le moyen terme, vous allez voir les effets. Et je ne crois pas, pour finir, que la proposition de Macron de refuser d'investir aux États-Unis, il pourra jamais convaincre Saad, CMA, CGM de ne pas investir 20 milliards de dollars aux États-Unis. Saad est ton bras. C'est votre avis, Jean-Pierre? D'abord, je crois qu'il faut prendre, vous l'avez dit d'ailleurs en lançant le sujet, qu'il faut prendre Donald Trump au sérieux. De manière générale, on gagne à prendre les gens au sérieux, et en particulier ses adversaires. Et depuis son premier mandat, on a tendance à, depuis sa première campagne en fait, et ses premiers adversaires à la primaire républicaine, quand il a été élu la première fois, l'ont appris à leurs dépens. C'est un clown qu'il faut prendre au sérieux. Et ceux qui ont pensé que c'était juste un clown, ont été éliminés. Et je dirais que ses adversaires démocrates l'ont pas suffisamment pris au sérieux. La dernière élection en est encore la preuve. Ce n'était pas possible qu'il revienne au pouvoir. Si, c'est possible. Donc, il faut prendre tout ce qu'il annonce au sérieux. Et je pense que quand il a parlé de ces hausses de tarifs, personne n'a cru qu'il la mettrait en œuvre, et il la met en œuvre. Alors d'une certaine façon, c'est ce qu'on demande d'ailleurs à des politiques, de faire ce qu'ils ont annoncé. On est très habitués, et les politiques eux-mêmes, nous on est habitués à ce que beaucoup parler peut faire. Oui, voilà. Chirac, vous l'avez évoqué, Chirac tout à l'heure, il a tellement dit, puis fait autre chose. La fracture sociale, et puis on fait autre chose. On est un peu habitué. Et la crise démocratique, elle se nourrit aussi de ce sentiment que les politiques ne font pas ce qu'ils disent. Voilà. Alors, quand on a un Trump qui arrive au pouvoir et qui fait des choses extrêmement brutales, contestables, violentes, tout le monde est surpris, mais ce n'est pas du tout surprenant. Alors, quelles vont être les conséquences de cette question des tarifs? Les bourses plongent, les conséquences économiques, encore une fois, moi je suis modeste. Est-ce qu'on va rentrer dans une récession, ou est-ce que sur le moyen terme, ça sera payant pour les États-Unis? Je me sens incapable de. Et c'est la mort de la diplomatie cachée. Tout est ouvert. Zelensky l'a prouvé à la Maison-Blanche. Merci à tous les deux. Il joue à carte ouverte. Voilà, à cœur ouvert ou carte sur table. Merci Antoine Assaf, et merci Jean-Pierre Denis. Jean-Pierre Denis, écrivain et bien sûr journaliste. Et puis Antoine Assaf, écrivain philosophe.